Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Alassane Ouattara est abandonné avec son écho par tous les autres pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara se retrouve maintenant seul avec son écho entre les mains. En fait, l'écho devait être lancé en 2020. Mais à 3 mois de la fin de l'année, l'hypothétique future monnaie unique ouest-africaine est au point mort. Le président ivoirien Alassane Ouattara évoque un délai de 5 années supplémentaires. Comment donc comprendre cette situation? Suivons maintenant le décryptage de cette actualité par nos panélistes d'Afrique Média. Suivons. Direction ce matin, c'est en Afrique de l'Ouest justement, où deux monnaies se chevauchent depuis un certain temps. La monnaie dans son projet initial, c'est-à-dire l'éco, initié donc par tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Et un autre éco s'est superposé, celui Emmanuel Macron, Alassane Dramane Ouattara. Et le voilà qui est contesté depuis un certain temps, non seulement par les chefs d'État de la sous-région, à savoir les grosses pointures, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana et les autres pays, mais voici que les experts eux-mêmes, selon les positions d'Alassane Dramane Ouattara, estiment que c'est une supercherie si cette monnaie, selon ce que défend Alassane Dramane Ouattara, est arrimée à l'euro. Monsieur Ouattara défend la parité fixe de cette monnaie. Ce que contestent les experts, ils estiment que c'est une duperie. On va à Bruxelles pour accueillir Luc Michel. Luc Michel, bonjour et bienvenue. Ce matin, ça se passe avec l'écho Ouattara. Quelle lecture avez-vous? Surtout que Ouattara, dans un entretien qu'il a donné, justifie l'arrimage de l'écho nécessaire à l'euro parce que cette monnaie aura une parité fixe avec l'euro. Voilà les arguments, l'un des arguments d'Alassane Dramane Ouattara qui ne satisfait aucun expert. Que dites-vous? Quelle est votre posture, Luc Michel? Bonjour à vous, mon cher Hubert. Bonjour à mon collègue panéliste. Bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à nos téléspectateurs. Il ne faut pas se laisser avoir. Ce qui est en cause ici, c'est effectivement l'échec de la captation de l'écho par Ouattara et Macron, mais tout cela ne relève pas de querelles d'experts, de questions de la parité, mais à une lutte d'influence géopolitique pour le contrôle de la CEDEAO. Le plan de Macron, de Ouattara et du roi du Maroc, c'était de donner une nouvelle vie, de faire une France-Afrique 2.0 au départ d'une CEDEAO élargie au Maroc, c'est à cela que nous assistons, et au départ d'un franc CFA qui soit, comme l'avait dit Ouattara en janvier, que l'éco soit le nouveau nom du franc CFA. Mais depuis, il y a eu la guerre économique entre les USA et l'Union européenne et il y a la querelle du Brexit dans lequel Londres représente les intérêts anglo-saxons contre Paris et surtout Berlin et la place financière de Francfort. Le projet de captation de l'éco, c'était justement d'aligner la nouvelle monnaie sur l'euro et de relancer en fait la captation, la domination de la CEDEAO par Paris et de là par les gens de Bruxelles et de Berlin. Mais depuis, il y a eu le Brexit et le Brexit qui est une opération géopolitique menée par Trump et les réseaux américains et dont le plus proche allié est Boris Johnson. Il y a eu au mois de janvier le sommet Grande-Bretagne-Afrique à Londres, où l'invité principal était Bouhari précisément, et où les Britanniques ont expliqué que ce qu'ils voulaient, ce n'était pas que la France s'empare de la CEDEAO, mais au contraire que les marchés africains soient repris comme un territoire de conquête par l'économie britannique et les multinationales anglo-saxonnes. Dès lors, on a donné toute latitude à Bouhari de refuser la captation de l'éco et on a dit non à la prise de contrôle de la CEDEAO par le Maroc, par Ouattara et par Macron. La constatation de tout ça, malheureusement, vous parliez de la souveraineté des États, c'est qu'on est dans une sous-région africaine, la CEDEAO, et les gens qui font la loi,
les gens qui disputent la domination, ce n'est pas des pays africains, ce n'est pas le Nigeria, grande économie africaine, ce qu'elle est. Ce sont en fait Londres, Washington et Paris qui décident de l'avenir de la CEDEAO et de l'avenir de sa monnaie. Pour les sceptiques, il faut aller voir les déclarations de Boris Johnson en janvier à Londres et sa conférence de presse commune avec Bouhari. Il y a quelques semaines, un économiste sur un plateau d'Afrique Média m'avait dit, mais pas du tout, Boris Johnson n'a jamais entendu parler de la CEDEAO. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux téléspectateurs. Le but du sommet Grande-Bretagne-Afrique de janvier, c'était précisément de régler la question de la CEDEAO. Vous avez vu qu'il y a un front commun de tous les pays anglophones, plus le Ghana qui lui-même est disputé entre l'orbite américaine, celle de l'Africom, et l'orbite allemande, mais qui a choisi, parce qu'il n'est pas question pour le Ghana qui a quitté le franc CFA dans les années 60, de rentrer dans la zone UMEA. Le résultat, il est là devant nous, c'est que dans tous les domaines où Ouattara est isolé, dans tous les domaines où Ouattara a été abandonné, et d'alliés privilégiés du Fonds monétaire international, c'est-à-dire de Washington, et d'alliés privilégiés de Paris, c'est, comme vous le dites très bien d'ailleurs, c'est un homme seul abandonné au milieu du carrefour. On l'a engagé dans un combat géopolitique qui était peut-être fait pour M. Macron, mais visiblement Macron s'en est retiré et qui n'est certainement pas fait pour lui. Il faut comprendre la dimension de tout cela. C'est la fin, en tout cas, de l'expérience Ouattara. Il n'est plus le grand homme des Occidentaux. Interposé Mwazoulou. Alors, Mwazoulou, Luc Michel situe cette affaire dans un enjeu hautement géostratégique qui dépasse les limites pratiquement de la simple zone de la CEDEAO, mais qui rattache la France et la France-Afrique, selon Luc Michel, 2.0. Alors, pour vous, est-ce que cette affaire peut faire plier les grosses pointures qui sont, comme par exemple le Nigeria et le Ghana, qui sont vertement opposés à l'arrimage de l'éco, en fait déjà fondamentalement à cet éco-bis, mais aussi à cet arrimage de cette monnaie par rapport à l'euro. Bonjour déjà et bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Mes salutations fraternelles et patriotiques à tous nos compatriotes qui nous suivent en ces moments. Et salutations à toute l'équipe d'Afrique Média. Merci encore pour ce travail immense abattu. Je pense que j'irai dans le même sens géostratégique des intérêts vrais dans ce qu'il s'agit de la question monétaire, notamment de ces conflits entre les États dits francophones et les États dits anglophones, qui en réalité est un arbre qui cache la forêt de ces conflits anglo-saxons face à la France qui remonte depuis X temps en ce qui concerne vraiment ces conflits entre les deux blocs. Répartons en 1999, plus près ici, pour voir que la question monétaire de l'éco était déjà discutée dans le couloir, notamment de l'Union africaine, dans le couloir de la CEDEAO, dans le couloir des monétaires et financières, des institutions monétaires et financières africaines. Et qu'est-ce qui posait problème en 1999? C'est le même problème qui revient. D'ailleurs, là, c'était avant le lancement, c'était dans le contexte du lancement officiel de l'euro. Et ce qui avait justement, lors des négociations, empêché la Grande-Bretagne, où la Grande-Bretagne avait refusé de céder sa souveraineté monétaire pour ne pas rentrer dans l'euro et rester avec les livres sterling. Une logique d'ailleurs, la conséquence directe était que les pays dits pays anglophones ont suivi notamment cette logique. Le compatriote camerounais Tidjane Kouemi, qui nous a quittés, qui nous a laissé un ouvrage excellent, avait justement démontré comment est-ce que les pays africains dits indépendants sont toujours et sont restés notamment sous l'emprise monétaire, financière et économique des anciennes métropoles. On verra justement la question du Soudan qui, avec la fabrication, même si elle porte officiellement comme ça une monnaie l'appartenant, mais dont dans les mécanismes monétaires, surtout dans les circuits bancaires,
reste dépendant des banques britanniques. Ce qui en est le cas aussi avec le Nigeria et le Ghana, qui malgré tout ont des monnaies, je dirais, des principales monnaies nationales, le Naira et l'autre. Nous irons plus loin en République démocratique du Congo, d'où l'on voit que malgré la naissance du franc congolais, la République démocratique du Congo dépend encore des banques, je cite, commerciales belges pour la fabrication de sa monnaie, ce qui d'ailleurs permet à la Belgique de décider aux côtés de ces pays en ce qui concerne le taux, notamment d'échange de la monnaie du franc congolais. Donc on voit dans ces mécanismes-là qu'il y a essentiellement un conflit entre la Grande-Bretagne, donc le monde anglo-saxon et la France. Ouattara, contrairement à ce que vous dites, Ouattara n'a pas été abandonné. Ouattara n'était avec personne, il était seul. On sait que les présidents africains qui sont souvent à l'exercice, si vous voulez, à la mise en application des volontés dictées par Paris, font des choses parfois de leur propre chef pour satisfaire notamment aux maîtres. C'est-à-dire qu'il était prompt à se courber avant même qu'on puisse les demander. À quel moment arrive cette proposition farfelue de la mise en place d'une écho que vous qualifiez là d'écho Ouattara-Macron? C'est justement une décision politique, si vous voulez, pour chercher à calmer tout le mouvement ou toute la contestation populaire qui élisait domicile, notamment depuis un moment donné dans notre mère patrie, l'Afrique, et à l'extérieur au niveau de la diaspora. D'ailleurs, qui compte la participation de notre organisation panafricaine qui, depuis 2015, en octobre, nous sommes allés à Chamalières, d'où l'on a assisté à la première mobilisation populaire, c'est-à-dire d'où nous avions permis à la jeunesse africaine et au peuple africain de participer sur cette question monétaire du franc CFA qui jadis était une question traitée dans des salons UP. Et la marche de Chamalières en 2015 nous a conduit jusque là où se trouve l'unité de production monétaire à Chamalières. Donc, on voit dans cette logique et dans cette perception des choses, comment est-ce que les gouvernements des pays anglo-saxons sont en train de mener à mal les gouvernements des pays des pays francophones, disons la France en l'occurrence. Donc, à mon humble avis, j'imagine que dans cette question, Patrice Talon, il n'y a pas longtemps, lorsqu'il parlait de cette question, nous étions montés au créneau. Je suis monté au créneau justement pour démontrer aux yeux du peuple africain que les mêmes questions qui se sont posées, c'est-à-dire les mêmes questions des critères de convergence qui se sont posées dans le temps en 1999 et qui empêchaient notamment, je ne parlerai pas de la captation, de l'élargissement de la monnaie coloniale du franc CFA qui t'a amené les blocs anglo-saxons d'en faire partie. Ce sont les mêmes problèmes qui vont se poser là. Et ces mêmes problèmes vont se poser des critères de convergence qui empêcheront justement ces pays d'aller dans le sens. Donc, dans cette double dimension de l'écho Ouattara-Macron, dont je vous dis que ce n'est qu'une face politique, en réalité une manœuvre dilatoire pour permettre justement au système mafieux de continuer à être pérennisé, et de la décision justement politique qui consiste maintenant à la mise en place de la monnaie éco dont vous parlez de la CEDEAO, mais qui, à mon humble avis, encore n'aura pas lieu parce que j'ai dit le même critère des convergences qui ont posé problème jadis, c'est le même critère, le même problème des critériums de convergence qui poseront problème aujourd'hui. Et au-delà de ça, la zone d'influence politique entre ces deux pays, je disais ici des pays comme le Ghana et le Nigeria, qui semble-t-il ont leur propre monnaie, mais qui restent encore dans un mécanisme empêtré dans le système monétaire et bancaire du monde anglo-saxon. Donc, il sera difficile, d'autant plus que la France et la Grande-Bretagne ne se mettront jamais d'accord sur ces questions monétaires avec l'arrivée d'ailleurs du Brexit, qui encore creuse les écarts entre les politiques monétaires, bancaires et financières appliquées ou préconisées par la Grande-Bretagne et ceux préconisés par la France. L'écart continue de se creuser et on s'éloigne encore de la création, si vous voulez, de la mise en commun d'une monnaie qui soit une monnaie panafricaine et africaine, notamment dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et d'autres. Pourquoi? Parce que quand nous avons commencé cette lutte, c'est le problème de la souveraineté qui pose problème. La souveraineté commence par une souveraineté intellectuelle. La capacité qu'aura les dirigeants africains, les peuples africains, l'élite africaine, de réfléchir de par elle-même, le mécanisme, le moyen, le contour, la dimension, j'ai dit, je cite, spirituelle, culturelle, pour en venir à la dimension politique et la conséquence sera la dimension économique et financière de la monnaie. Autant plus qu'il n'y a pas cette intégration de fait. L'Afrique reste à la merci de ces puissances-là. J'imagine et je crois fermement que cette monnaie n'aura pas lieu parce que
il y a ces puissances-là qui s'affrontent et qui ne se mettront jamais d'accord dans cette approche-là. Donc, j'estime qu'il en revient au peuple africain de prendre un autre chemin, comme je disais, d'une inspiration spirituelle, culturelle, qui va, si vous voulez, alimenter la décision politique dont la conséquence pourra nous permettre justement d'aller dans le sens de la création de cette monnaie. Moi, Zulu, on revient à vous avec Luc Michel naturellement, parce qu'il faudrait quand même qu'on retrace l'histoire de cette monnaie. Je veux revenir à vous sur l'histoire de cette monnaie. Cette monnaie n'est pas dans ses origines, peut-être avec vous. Patient Parfendon, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette invitation. Bonjour à mes copanélistes qui sont de l'autre côté. Et bonjour à toute la galaxie Afrique Média à travers le monde. Bien voilà, nous sommes dans un petit capharnaüm monétaire qui nous met en place deux monnaies, c'est-à-dire une monnaie à l'origine éco qui avait, et moi Zulu vient de le rappeler, les critères de convergence, un ensemble d'éléments mis en place par tous les États de la CEDEAO, de l'UEMOA, de manière unanime. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des oppositions et une monnaie, un éco qui est pratiquement éco à Alassane Dramane Ouattara, qui doit s'arrimer à l'euro alors que les critères de convergence n'ont même pas été respectés. Alors, que faut-il? Aujourd'hui, on constate que Ouattara est pratiquement abandonné seul. Bah, je crois que c'est connu de tout le monde, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que sur le plan économique, les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, ont décidé d'avoir une monnaie unique pour pouvoir essayer d'harmoniser la politique économique. Donc c'est une question d'ordre politique. Alors, ils ont mis un certain nombre de critères, n'est-ce pas, mais surtout de dispositions pour que cette monnaie-là soit réellement une monnaie africaine. C'est ça qu'il s'agit. Alors, ces décisions, ou bien ces critères qu'ils avaient mis en place, éloignaient complètement la nouvelle monnaie ECO, qui est le diminutif de ECOWAS. ECOWAS qui veut dire CEDEAO en anglais. Tout à fait. Éloignait complètement, ou bien faisait une césure entre le franc CFA d'aujourd'hui, qui est une fabrication, qui est un instrument de la France pour dominer les pays africains, n'est-ce pas, de son aire d'influence économiquement et politiquement. Donc, ça opérait une césure entre cette situation-là et une situation nouvelle qui se créait avec une autonomisation, j'allais dire une possibilité pour les pays de l'Afrique de l'Ouest d'enfin être en capacité d'arracher cette souveraineté qui est confisquée jusqu'au jour d'aujourd'hui par la France. Et à partir de ce moment-là, Macron commençait à avoir des problèmes. Parce que la beau tenue des discours, l'audateur, mais surtout de faux discours pour tromper les naïfs, il se rendait quand même compte que politiquement et économiquement, laisser aller à la dérive un ensemble de pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient sous sa coupe, devait avoir des conséquences extrêmement graves pour la politique, pour l'économie, mais surtout pour le prestige de la France dans le monde. C'est pour cela qu'il a donc envoyé son bélier, si je peux l'appeler ainsi. Il a donc envoyé Quel est ce bélier? Mais c'est M. Ouattara. Ah, ok. Pour aller défoncer justement cette case qui était en construction au niveau de la CEDEAO, qui devait aboutir à l'instauration, la mise sur pied dans cette zone-là d'une monnaie authentiquement africaine, gérée par les Africains, avec des critères qui seront propres, n'est-ce pas, à cette zone-là. Donc, à partir de ce moment-là, Ouattara va essayer de faire un passage en force avec son ami Macron. C'est pour ça que cet écho-là, qui n'a rien à voir avec l'écho qui était passé par les pays de la sous-région, on l'appelle de plus en plus l'écho Macron-Ouattara. Alors, ce passage en force signifie quoi pour Macron? Il signifie qu'il comprend très bien qu'il n'a pas pu embellificoter, comment dire ça, adoucir, essayer de gruger le Nigeria ni le Ghana. Donc, il va essayer au moins de maintenir le statu quo. Maintenir le statu quo, c'est imposer que la première économie dans la zone francophone de l'Afrique de l'Ouest lui soit toujours fidèle et continue de ramer à contre-courant de la volonté des pays et des peuples de cette sous-région de se doter d'une monnaie autonome. Donc, le coup de l'écho Macron-Ouattara, c'est en réalité pour éventrer la possibilité pour les pays de l'Afrique de l'Ouest d'avoir leur propre monnaie. Voilà la dimension politique de cette affaire-là. Et c'est pour cela que quand vous regardez très bien, sur le plan politique,
Alors que de plus en plus, M. Ouattara est totalement esselé, il est complètement mis en minorité, il est pratiquement mis à l'écart du jeu politique sur le plan, j'allais dire, de la dimension d'un certain consensus. Que fait la France? La France, avec une manière vraiment extrêmement dangereuse, continue en réalité de soutenir M. Ouattara en soumet. Pourquoi? Parce que c'est son meilleur cheval de Troie pour éventrer ce que j'appelle cette disposition, cette grande construction africaine qui devait être quelque chose d'exceptionnel au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest. Alors, Diante, bien malin, qui peut penser que c'est parce qu'il y a eu l'affaire du Brexit que le Nigeria va accepter de se soumettre à des politiques qui sont construites hors du Nigeria et de notre continent, mais surtout qui vont servir les intérêts étrangers. C'est vrai. Nigeria et le Ghana. Ils ne peuvent pas l'accepter, le Nigeria surtout. Je vous rappelle qu'avec le Naira qui était critiqué, on disait que le Naira n'est pas bien géré, etc., etc. Le Nigeria a quand même pu, avec ce Naira, devenir la première puissance économique africaine. Ce n'est pas du tout rien. Donc, l'Angleterre et la France peuvent avoir les bisbilles. L'Angleterre et la France peuvent avoir leurs amitiés ou bien leurs accords qui ne marchent plus. Le Nigeria n'acceptera jamais de devenir le marchepied des intérêts étrangers, surtout français, dans cette sous-région-là. Au contraire, avec l'écho qui était construit par les pays de la sous-région, cela donnerait une marge de manœuvre extrêmement importante au Nigeria de peser de tout son poids, de par son poids économique, qui devait maintenant être adoubé par un poids politique, pour justement devenir le leader, non seulement dans cette région, mais prétendre être le leader complètement au niveau de l'Afrique. Parce que cette zone-là devait être, à terme, ce que j'appelle son arrière-cour, sur le plan des influences politiques et géopolitiques internes au niveau de notre continent. Vous savez qu'il y a par exemple cette fameuse question d'une proposition qui revient d'avoir un pays africain qui peut siéger au Conseil de sécurité. Oui. Le Nigeria se mettait en pole position avec cet écho-là, comment dire ça, authentique, qui est un bien de la sous-région et des pays de la sous-région. Effectivement, la France ne peut pas l'accepter. C'est pour cela qu'elle opère comme elle a opéré. Et n'oubliez pas que les pays de l'Afrique centrale maintenant, eux, attendaient justement le démarrage de ce soi-disant écho Macron-Ouattara, mais surtout l'écho de l'ECOWAS, pour pouvoir s'arrimer, pas l'écho Macron-Ouattara, mais l'écho de l'ECOWAS, pour pouvoir s'arrimer à cette nouvelle monnaie. Et vous voyez, la chanson était faite entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et cela devait donc donner la possibilité plus tard d'aller vers la construction d'une monnaie africaine. C'est ce coup-là qui a été éventré par M. Macron avec son supplétif Ouattara, parce que ce sont des perspectives qui sont extrêmement dangereuses pour le monde de la finance internationale, surtout pour l'Europe, la France en premier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout le discours qui est fait tout autour, en France, en Afrique, on n'a pas de gens qui ne réfléchissent pas. Je vous rappelle que le Nigeria, pour aider le Zimbabwe à obtenir son indépendance, économiquement, avait eu à affronter le monde de la chimie en Angleterre. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, je pense qu'en Afrique, on a des gens, ce n'est pas dans le précaré français où tout le monde est couché, est comme des chiens couchants de l'impérialisme face à la France. Dans le bloc anglo-saxon, surtout au Nigeria, il y a une volonté de certains intellectuels de s'affranchir totalement de la domination occidentale sur notre continent. Et ils savent très bien que la question monétaire est la racine pivotant, le pivot central, n'est-ce pas, de cette nouvelle guerre, de cette nouvelle lutte de conquête de souveraineté qui se pose actuellement au niveau de l'Afrique. D'où la question pour eux de ne jamais accepter cette fourberie que la France et M. Macron, aidés par le supplétif Ouattara, ont essayé de placer en essayant de faire valider un écho qui n'a rien à voir avec le projet antérieur qui a été une réflexion et un conçu de l'ensemble des pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Sans être économiste, je vous relance parce que là, avec ce que vous venez de dire, on va repartir vers le grand zoom. Alors, Alassane Dramane Ouattara justifie la nécessité aujourd'hui de cette monnaie et son importance et son bénéfice, si je peux m'exprimer ici, sur le fait que, arrimé à l'euro, la parité sera fixe. Les emprunts qui seront faits dans 10 ans seront toujours payés au même taux. Alors, comment vous analysez une telle approche? Ça, c'est son argument essentiel. Il y a d'autres arguments, on va les déblayer tout à l'heure. Mais c'est presque puéril.
c'est des arguments pour gogo ou bien pour des enfants. Tout le monde l'a démontré. Des économistes de haut vol l'ont démontré. Nicolas Gbagbo sur ce plateau vous l'a démontré. La question de la parité fixe n'est pas quelque chose de viable, n'est pas quelque chose de consistant pour des économies en construction comme les économies africaines. Quel est l'intérêt que l'Afrique a aujourd'hui d'avoir une parité fixe avec l'euro? C'est quasi nul. Parce qu'il y a des exemples, des contre-exemples. On a des pays, n'est-ce pas, je prends le cas de l'Iran, qui n'ont pas de parité fixe avec l'euro. Mais est-ce que l'économie iranienne se porte moins mal aujourd'hui que les économies africaines? C'est une question. Donc, l'histoire de la parité fixe économiquement, c'est un non-sens économique. Pourquoi? Parce que les fluctuations économiques et les dynamiques économiques varient d'un moment à l'autre, à tout moment. Donc, il faut avoir plutôt une monnaie qui a une flexibilité, qui a une capacité d'adaptation, qui a une capacité de réajustement avec l'ensemble des monnaies dans le monde. Cette affaire de parité fixe, justement, c'est la chaîne de l'esclave. On vous enchaîne. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara est loin d'ignorer ça? Mais il le sait parfaitement. Je vous ai dit que c'est le supplétif de M. Macron. Il est au service du monde de la finance internationale. Et surtout, Hubert, ça il faut le dire, cette affaire de parité fixe-là. Je prends un cas. M. Ouattara vient de nous annoncer que maintenant, le prix du cacao, kilo de cacao box serait de 1000 francs CFA. Des gens applaudissent. Mais quand vous regardez très bien, depuis un certain temps d'abord, c'est un truc purement politique. Chaque fois qu'il y a eu une élection, il fait semblant d'augmenter un peu. Oui. Quand on sort des périodes électorales, on revient à 750, à 850, prix normal, pour continuer de gruger complètement les planteurs de cacao ivoiriens. Mais quand on regarde par exemple cette affaire de ce prix du cacao, avec cette affaire de parité fixe, le premier produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Quel est l'intérêt que la Côte d'Ivoire a à avoir de manière permanente une parité fixe avec l'euro? Quel est l'intérêt? Si comment dire ça, la Côte d'Ivoire se dit que bon, nous sommes en période morte, pas en période de récolte, on va acheter les intrants. Est-ce que c'est bon d'avoir une monnaie forte? Si c'est au moment de vendre, est-ce que c'est bon d'avoir une monnaie faible? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, avoir une parité rigide, fixe avec l'euro, crée plutôt des problèmes pour nos économies. Parce que nous sommes incapables de nous ajuster, nous sommes incapables d'être flexibles en fonction justement de la donne économique, en fonction de prévisions et de visions que nous voulons faire sur le plan économique. Est-ce que nous voulons acheter? Est-ce que nous voulons vendre? Est-ce que, comme le marché danse des yo-yo sur le plan international, ce n'est pas le moment peut-être de déprécier notre monnaie ou bien de réajuster? Que font les Chinois? Pourquoi les Chinois sont dans cette bagarre avec les Américains qui n'en finissent pas, où les Américains ont dit que votre monnaie là, elle est trop basse. Il faut la réajuster pour la mettre au niveau de votre économie. Parce que la Chine, c'est qu'avec une monnaie faible, entre guillemets, elle permet de vendre parce que c'est elle la grande manufacture du monde. Si elle avait une monnaie forte, vous vous imaginez, la Chine serait dans l'incapacité complètement de couler toute la production chinoise. Mais il y a des moments où on va arriver où la Chine va remonter légèrement quand elle sait qu'elle a d'autres types d'opérations économiques à faire. Donc c'est comme ça. Si l'on vous suit, Alassane Dramane Ouattara va enchaîner économiquement cette zone apparemment. Mais c'est le chantre. Quand quelqu'un vous dit que la meilleure chose qui a pu arriver au monde, c'est la question de franc CFA. C'est-à-dire qu'il bloque complètement même toute réflexion. Il dit que non, ne touchez pas cette affaire-là, vous ne comprenez rien. C'est la meilleure chose qui a pu arriver en Afrique, c'est la question de franc CFA. Alors que nous savons très bien, tout le monde l'a démontré, même les enfants du primaire au quartier le savent aujourd'hui. Le franc CFA, c'est un instrument qui a été copié sur ce que les nazis ont fait aux Français. C'est-à-dire que c'est un instrument d'assujettissement puissant et de nos économies et de nos pays, mais surtout de la possibilité pour nos pays de se projeter vers des avenirs qui sont porteurs, n'est-ce pas, de beaucoup de joie pour nos populations. Il est complètement bloqué. On ne peut rien faire. On a seulement parlé de la question de la parité et les autres questions qui sont des freins à faire du franc CFA. D'abord, une monnaie parce qu'elle n'existe pas. Il a dit ça du franc CFA, il a viré rapidement. C'est une monnaie qui n'existe pas d'abord. Oui. C'est la monnaie X, elle n'existe pas d'abord pour commencer. C'est un faux papier, donc on n'a pas de monnaie. Mais qui peut faire du franc CFA un truc compétitif, capable vraiment d'aider nos économies à être construites, n'existe pas. Je dis que le Nigeria avait son naira, que tout le monde insultait ici. On dirait qu'il faut des sacs de naira pour acheter un bout de pain. Avec ce naira, avec ses forces et ses faiblesses, avec son adaptation sur l'économie réelle, a aidé le Nigeria à devenir la première économie africaine.
C'est ça la souveraineté, c'est ça la liberté. Que avec l'éco Macron-Ouattara ou bien avec le franc CFA actuel, nous n'avons pas. Les pays africains n'ont pas ça. Donc pour moi, c'est un complot, non seulement de M. Macron, mais aussi de tout le monde occidental qui bénéficie de cette situation de l'Afrique francophone-là pour continuer de piller nos richesses, mais surtout empêcher à l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, c'est les pays de l'Afrique francophone qui sont le goulot d'étranglement, j'allais dire, qui sont la lourdeur qui empêche justement à l'Afrique de pouvoir décoller économiquement. Merci, patient parfait d'homme. Alors, on repart vers Luc Michel. Luc Michel, la France-Afrique 0.0, c'est votre point d'ancrage et la construction en perspective. Mais quand même, est-ce que cette affaire de cet écho, ça va marcher? Puisque en suivant parfait patient d'homme et dans la réalité terrain, on constate que le Nigeria, le Ghana et d'ailleurs un bon nombre de pays qui ont leur monnaie ne vont pas pratiquement prêter à cette danse-là, si vous me donnez l'expression. Alors, vers où va-t-on avec cette persistance d'Alassane Dramane Ouattara et de l'Élysée et d'Emmanuel Macron? Pour le moment, le dossier est bloqué des deux côtés. Et comme souvent dans les dossiers de confrontation géopolitique actuelle, on arrive à une neutralisation. Il n'y a pas un pas qui a été fait en avant vers l'éco français CFA et il n'y a pas un pas en avant qui a été fait par l'éco ECOWAS. Lorsqu'il s'est rendu compte de l'opposition des Africains, ce qu'on a appelé l'Afrexit CFA, Macron a été élu. C'est l'élu d'un scénario politique d'un certain nombre de lobbyistes. Il a été élu pour proposer cette France-Afrique 2.0 qui était une façon de relancer le problème. C'est le discours de Ouagadougou. Quand il est venu à Ouagadougou, il avait un plan précis qui a été établi par lui et Lionel Zinzou, qui est son conseiller économique dans l'affaire. Ce sont deux anciens directeurs de la banque Rothschild. Le but, c'était de redéployer la France-Afrique, non plus au départ des multinationales, mais au départ des réseaux financiers. Et Macron, parce qu'il méprise profondément non seulement les Africains, mais les Français eux-mêmes, il a cru, c'est le personnage est comme ça, c'est un personnage arrogant, prétentieux, il a cru qu'il allait rouler les Africains. Il était prêt à lâcher du lest, abandonner le nom du franc CFA et même abandonner la pression à Chamalières. Vous savez que la pression du CFA à Chamalières, c'est parce que le maire de Chamalières, c'était Giscard d'Estaing en 1970. Mais aujourd'hui, Macron, qui n'a rien à voir avec la mairie de Chamalières, qui est toujours détenu par la famille de Giscard d'Estaing, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des dynasties bourgeoises, Macron se moque qu'on imprime le CFA à Chamalières ou qu'on l'imprime comme c'était prévu. Le nouveau éco-CFA aurait dû être imprimé avec une branche centrale au Maroc. On oublie le rôle du Maroc. Le Maroc s'est retiré de l'affaire quand il a vu le lâchage de Ouattara. Mais le rôle central dans la nouvelle CEDEAO, c'était le Maroc, qui est une puissance financière. C'est par exemple la banque Attajira Wafa qui a remplacé la Société Générale Française comme principale banque d'investissement en Afrique francophone. Maintenant, le reste de tout ça, où je ne suis pas d'accord avec Patient, je suis tout à fait d'accord avec lui sur Ouattara. Ouattara, c'est le VRP ou le porteur de valise de ce duo roi du Maroc et Macron, et il est venu proposer un système, non pas tout seul, mais en se faisant le porteur d'un projet géopolitique qui visait à pérenniser également sa domination sur la Côte d'Ivoire et même à l'augmenter puisque la Côte d'Ivoire aurait joué un rôle important dans la CEDEAO. Maintenant, venez, il faut aller voir le sommet, les conférences de presse, Grande-Bretagne, Afrique, la position de Bouhari. Il ne faut pas venir m'expliquer que M. Bouhari a une politique indépendante. La politique du Nigeria vis-à-vis de Washington et de Londres, elle n'a aucune latitude d'indépendance. Il faut arrêter de faire croire que moi, je suis contre
la France-Afrique. Mais il faut arrêter de nous faire croire que le Commonwealth, c'est mieux. Tout d'abord, les guerres de décolonisation de la Grande-Bretagne, notamment le combat au Kenya contre les Momo, il s'est passé de la même façon que la France-Afrique a combattu en Algérie ou au Cameroun. Dans les assassins de Lumumba, il y a le MI6 britannique. Dans la sécession du Katanga, nous avons un Congolais sur le plateau. Dans la sécession du Katanga dans les années 60, les Britanniques étaient présents. Et l'assujettissement du Commonwealth, des pays anglo-saxons, il se fait d'une manière plus souple que la France-Afrique, parce que les Britanniques sont différents, mais les banques du Nigeria, du Soudan ou du Kenya n'ont aucune indépendance par la place financière de la Cité. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est la question de l'euro et de la parité. Il y a une guerre économique qui n'a pas été lancée par Trump entre l'Union européenne et les États-Unis. Elle date du début des années 80. Dès que l'euro a été mis en place, il s'est doublé d'une guerre financière entre l'euro et le dollar. Les Américains, d'ailleurs, favorisant leur économie, et c'est la question de la parité, le dollar étant une monnaie faible par rapport à l'euro, il est favorisé dans les exportations américaines. Quel est le but du Brexit? C'est de casser l'euro. Le but de Boris Johnson, soutenu par Donald Trump, il l'a expliqué, c'est de faire de la Grande-Bretagne un espèce de grand Singapour. Singapour, il faut savoir, c'est comme Panama, c'est ce qu'on appelle une zone financière grise, c'est de faire un grand Singapour de la Grande-Bretagne qui vienne torpiller la place économique de Francfort, d'où est piloté l'euro. Le but de Ouattara, pourquoi a-t-il proposé, instigé par Macron, la parité avec l'euro? C'est pour que l'euro contrôle la CEDEAO. Ça permet d'ailleurs à la France d'avoir une influence en Europe. Chirac a bien expliqué que la France, sans la France-Afrique, ne faisait plus le poids face à la grande Allemagne de Mme Merkel. C'est cela la réalité. À partir de ce moment-là, le but du Brexit, c'est avant tout, ce n'est pas un but économique, le but du Brexit, c'est de casser l'euro et d'opposer une City dans la dépendance de Washington. Il y a un projet qui fait de la Grande-Bretagne le partenaire privilégié des États-Unis. Trump, rappelez-vous, est venu 2 fois en Grande-Bretagne soutenir ce qu'on appelle le hard Brexit. C'est lui qui soutient la sortie de la Grande-Bretagne sans accord avec l'Union européenne, ce à quoi nous assistons pour le moment. Et le but de tout cela, ça sera de casser l'euro. Au milieu de tout ça, vous comprenez bien, il n'est pas question, ni pour Washington ni pour Londres, de laisser la France se refaire une santé financière, prendre le contrôle d'une CEDEAO élargie, contrôler 7 pays anglo-saxons, en plus du précaré français et du Maroc, et en plus de tout ça, imposer un écho lié directement, c'est-à-dire un franc CFA bis. Ouattara nous l'a dit en janvier. Il a dit l'éco, c'est le nouveau nom du franc CFA. Il n'est pas question pour eux de donner une zone économique financière complémentaire à l'euro en Afrique. C'est ça la clé de ce qui se passe. Maintenant, quand vous connaissez les mécanismes financiers, c'est notre ami congolais en a parlé dans sa première intervention, quand vous connaissez les mécanismes de contrôle de la finance, Londres, c'est la plus grande place financière mondiale. Elle contrôle New York et elle contrôle Hong Kong, qui sont 2 places anglo-saxonnes. À partir de ce moment-là, quand vous connaissez les mécanismes d'assujettissement de toutes les banques anglo-saxonnes, en Asie et en Afrique, en particulier au Kenya, au Nigeria et au Soudan, il ne faut pas me raconter que le Nigeria a une politique indépendante, etc. On rappellera quand même que Buhari, dans les années 80, il avait fait un coup d'État dans son pays, appuyé directement par la CIA qui l'a ramené au pouvoir pour remplacer Goodluck Jonathan. Et à ce moment-là, on a vu notamment la NDI américaine qui a littéralement
trafiquer les élections nigérianes pour porter M. Buhari au pouvoir. Maintenant, la question du Nigeria, grande puissance, c'est une puissance économique. Elle ne le doit pas à sa politique monétaire, elle le doit à sa dimension. Le Nigeria, c'est le plus grand État de la CEDEAO. En géopolitique, la dimension, c'est la puissance. C'est un État qui a le pétrole, qui a du gaz, qui a des ressources, mais c'est aussi un des États africains qui a les plus grandes disparités de pauvreté au sein de sa population et les plus grandes disparités régionales. Et on tient M. Buhari avec un vieux dossier, c'est la sécession du Nigeria. Il y a toujours actuellement un mouvement de sécession du Nigeria, comme il existait à la fin des années 60. Vous vous rappelez de la sanglante guerre. Et on agite la sécession du Nigeria qui ne profite pas du pétrole nigérien. On agite cette sécession pour tenir M. Buhari. Au milieu de tout ça, vous savez, moi je suis pour la souveraineté africaine. La souveraineté africaine, nous avons rendu hommage à Hubert Kamgan dans une émission précédente. Lui expliquait bien que la clé de la souveraineté africaine, c'était la monnaie africaine. Mais l'écho soumis à la finance de Londres, ce n'est pas la monnaie africaine unique, telle que Hubert Kamgan, telle que moi je la soutiens. L'Afrique doit commencer à comprendre, elle doit couper les fils à la patte, elle doit couper les fils à la patte militaires, c'est la question des bases militaires. Il n'y a pas que les Français, les Américains ont même plus de bases que les Français maintenant. Les Américains, nous allons en parler à propos du Mali, mais ils sont en train de prendre le contrôle du Sahel et de la CEDEAO sur la France, parce qu'ils ne sont plus d'accord. Il y a des bases militaires de la Bundeswehr de Mme Merkel, de la Grande-Bretagne. Il y a deuxièmement la souveraineté, l'assujettissement financier, que ce soit l'ECO ou le franc CFA, on dépend de la place financière de Francfort pour le CFA, de la place financière de Londres pour les banques nigérianes, c'est pas plus acceptable. Et la troisième souveraineté, c'est la souveraineté continentale. Tant qu'il n'y aura pas un État continental ou un embryon d'État panafricain, vous n'aurez pas de souveraineté. Vous aurez une Union africaine financée par l'Union européenne, vous aurez les diplomates de Bruxelles qui décident de l'Afrique, et vous aurez le destin des ensembles régionaux dont on discute, non pas à Lagos ou à Abidjan, ou même pas à Rabat au Maroc, mais dont on discute à Londres ou à Paris ou à Berlin. Ce n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est pas ça l'indépendance africaine. Et accepter que l'Afrique soit l'enjeu, parce que c'est ce qui se passe encore, exactement comme lors de la conférence de Berlin, exactement comme lors de la création de la France-Afrique, accepter que la France, que des États africains, ils portent les valises des disputes économiques et financières de trois capitales occidentales, c'est toujours inacceptable pour moi. On va revenir à vous tout à l'heure. On prend d'abord Mwazoulou. Alors, Mwazoulou, il y a ce que pose Luc Michel et ce dont tu posais tout à l'heure Patient Parfendom. Il y a quand même donc le problème de cette unité africaine et cette souveraineté totale africaine qui pose aussi des sérieux obstacles. Mais on reste dans cette zone CEDEAO. Et je reviens avec vous. Est-ce que cette monnaie, vous avez dit qu'elle n'est pas possible. Quelles sont les implications aujourd'hui ou les conséquences économiques et politiques que cela aura dans cette région? Merci. Le problème, on ne cessera de le dire, pardon, c'est de continuer à faire de notre mère patrie, l'Afrique, un ring. D'où les boxeurs viennent d'ailleurs pour combattre sur ces rings-là. Et le pot cassé, les conséquences sur le plan humain, sur le plan, je dirais aussi humanitaire, sur le plan politique, environnemental, c'est l'Afrique qui le paye. Dans cet exemple de ring, rappelez-vous en 1974. En 1974, pour brosser un peu ce qui se disait par rapport à Ouattara,
On sait que le président de la République de la Côte d'Ivoire est intellectuellement paresseux et qu'il refuse justement d'user de ses droits qu'on donne à chaque être humain, le droit de réfléchir. Il refuse de réfléchir sur le plan monétaire et économique. Il refuse de réfléchir d'ailleurs même sur le plan politique. D'ailleurs, c'est la raison, la conséquence était l'idiotie qui l'a conduit à aller s'allier à la France pour chasser Gbagbo au rang du pouvoir. Donc, on voit en 1974 la fluctuation monétaire du dollar a permis justement aux États-Unis d'Amérique d'organiser le combat Mohamed Ali, George Foreman, en République du Zaïre à l'époque sous Mobutu. Et lorsqu'ils sont arrivés, un dollar faisait à peu près 2 à 3 francs congolais de l'époque au Zaïre. Et il s'est fait qu'au nom de cette fluctuation monétaire et de cette légèreté, ça a permis justement aux opérateurs économiques et aux organisateurs de ces combats de gagner 2 fois ou 3 fois plus que ce qu'ils ont dépensé aux États-Unis. C'était une question pour répondre à cette justement argument qui ne tient pas la route, qui n'en est pas un de la parité fixe pour ouvrir la voie, plus je dirais, s'il n'était pas intellectuellement paresseux, il allait aller dans le sens de la stabilité monétaire. Et la stabilité monétaire, nous n'avions pas besoin d'être arrimés à l'euro ou être arrimés à n'importe quelle autre monnaie pour parler de stabilité monétaire. Ça, c'est un fait. Et secondo, la souveraineté de l'Afrique, la question que vous effleurez de l'unité et de la souveraineté de l'Afrique, voilà comment est-ce que l'Afrique ne parvient toujours pas à aller de l'avant lorsqu'on remplace le vrai combat de souveraineté par un combat de positionnement. Ce qui se passe aujourd'hui entre le monde anglo-saxon et le monde notamment francophone empêche l'Afrique d'être elle-même, empêche aux Africains de chercher la vraie souveraineté, le vrai raison de la conception d'une monnaie. C'est pourquoi vous voyez, j'ai remonté le cordon ombilical du temps pour aller chercher la dimension spirituelle, culturelle, et notamment qui va nourrir les questions politiques ou les décisions politiques pour avoir des conséquences économiques et financières. Pourquoi? Lorsque vous circulez dans tous les temples monétaires de l'Occident, par exemple en France, vous verrez que Junon, qui en quelque sorte divinité femme de Zeus, est le gardien de tous les temples de la fortune en Europe. C'est-à-dire il y a une dimension, dans tout ce qui est monnaie, il y a une dimension spirituelle. Et l'effet d'avoir coupé ces cordons ombilicaux, de la souveraineté spirituelle, empêchera l'Afrique d'avoir une réelle perception de ce qu'on appelle le monnaie. Je m'en vais plus lointain dans le passé, dans l'Antiquité africaine. Je regarde l'unité monétaire du royaume d'Ashanti, les Tako, dont les systèmes pondérales. Un jour, je reviendrai pour aller dans les méandres de ces mondes que j'ai découverts et que j'ai appris. J'ai vu combien est-ce que la colonisation a fait du mal à l'Afrique et que l'Afrique n'avait pas besoin peut-être de cette notion économique actuelle pour se refaire une véritable dimension économique. L'unité monétaire, le TACO, lorsqu'on regarde le système pondéral, ce système pondéral est totalement différent de tous les systèmes pondérales qui nous sera présenté par l'éco, n'importe quel éco, par n'importe quelle monnaie, dont la notion va se greffer à la perception occidentale, pas en tant que peuple, mais oligarchique des choses. Et cette même logique du système pondéral, lorsqu'on regarde le royaume du Congo datant, on voit aisément avec les Nzimbu, la monnaie des Nzimbu qui était utilisée, on voit le système pondéral tel qu'il était lorsque les Portugais arrivent en 1400 et quelques avec le Reich portugais et les systèmes de parité qui étaient mis en place. Donc l'Afrique a des moyens de ressources pour aller chercher au plus profond, si vous voulez, au plus lointain de son antiquité, et même ici, là, non loin, notamment là vers les 14e, 15e et 16e siècles, pour trouver le mécanisme qui nous permettra justement d'aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que là, en ce qui concerne notamment ce que nous sommes en train d'évoquer, oui, je partage un peu l'avis de Luc Michel lorsqu'il parle notamment de cette erreur monumentale que commettent toujours les Africains, de faire ce que j'appelle toujours l'idiotie du crocodile. Fuir la pluie pour aller se baigner, notamment dans le fleuve. C'est ce mécanisme-là qui consiste à regarder, à quitter le monde francophone pour aller vers le monde anglophone. Alors que les mécanismes financiers, les circuits monétaires mis en place au Nigeria, au Ghana, au Soudan, en République démocratique du Congo, notamment qui est considérée comme étant une colonie belge, et dans la zone du CFA avec des pays francophones,
sont notamment des mécanismes qui, jusqu'à preuve du contraire, de subordination et d'aliénation monétaire et financière. Et qu'il n'y a pas une réelle politique d'indépendance dans ce sens. Et nous positionnons dans ces logiques-là, dans ce positionnement de laisser l'affrontement anglo-saxon, comme nous l'avons vu, la guerre du Biafra. La France décide d'affronter notamment l'Angleterre, la guerre du Biafra. C'est les Nigériens qui en payent le prix. Donc pour moi, il faut couper ce cordon ombilical de cette perception des choses, de regarder de l'un comme de l'autre, parce que les conséquences politiques que vous voulez savoir, c'est la subordination éternelle ad vitam aeternam de l'Afrique, avec notamment au niveau national, c'est-à-dire des dirigeants qui seront choisis en partant de la base, c'est-à-dire qui seront cooptés soit par les réseaux france-africains, cooptés soit par les réseaux anglo-saxons. Autrefois, sur le plateau, Luc Michel, on en parlait, évoquait la question notamment de positionnement du président congolais Félix Tshisekedi, qui refait la même erreur, notamment que Mobutu avait fait, de se rapprocher de ces blocs-là américains, donc anglo-saxons, pour mettre de côté les autres. Donc on voit dans cette approche-là, l'Afrique continuera dans cette présélection politique. Et les conséquences politiques d'une démarche pareille, c'est les politiques de subordination, c'est les politiques des injonctions auxquelles nous serons toujours soumis. Sur le plan économique, il n'y aura aucune pensée, je dis bien aucune pensée, je commence par là, ni aucune notion économique propre à l'Afrique, nous permettant justement d'engager un processus véritable de développement et d'équilibre économique permettant au peuple africain de se retrouver. Parce que j'ai l'impression, quand j'entends parler les économistes africains, quand j'entends parler les points attribués par des professeurs X et Y sur les notes qu'on corrige des efforts économiques africains, on dirait que ces efforts-là restent au niveau des institutions, restent au niveau des chiffres, mais les retombées au niveau de la population, si on circule du bas en haut, de l'est à l'ouest, du nord au sud, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal, les retombées réelles de ces politiques, disons, de développement, de ces politiques de croissance économique dans la vie quotidienne des Africains, dans les paniers de la ménagère, quelles sont les retombées concrètes et réelles? On voit qu'il n'en est rien dans ce sens-là. Donc, la perception de le baromètre réel du développement ou du progrès économique, c'est le peuple africain qui doit en être les thermomètres, si vous voulez, son quotidien et son train de vie. Donc, j'estime que dans cette politique, dans cette approche dans laquelle nous nous sommes mis de regarder de part et d'autre l'écho premier, l'écho second ou l'autre conception de la monnaie qui viendra, ça ne marchera pas pour des raisons d'abord techniques en ce qui concerne l'écho, notamment qu'on évoquait au niveau de la CEDEAO, qui, je disais, était discutée depuis les années 1999 dans le couloir des institutions financières et monétaires, même politiques africaines. Parce que les critériums de convergence, les critériums établis, ils n'arriveront pas, ces pays-là, à se rimer à ces critériums-là. Tels que ces critériums sont imposés, c'est une farce grandiose mise en place notamment par notamment la Banque européenne, la Banque centrale européenne, qui était imposée aux pays européens eux-mêmes qui en souffrent. Et nous n'allons pas adopter ces mécanismes politiques et monétaires et financiers qui, en soi, ne permettront pas à nos pays d'aller de l'avant et ne nous permettra justement pas d'avoir une sorte de souveraineté monétaire et financière. Donc, l'avantage, ou si vous voulez, la position que doivent avoir les Africains, c'est justement de se reconnecter avec cette dimension, je disais, spirituelle, culturelle, de la monnaie, qui nous amènera sur des positions politiques qui seront nos positions politiques. Nos positions politiques qui nous permettront justement de quitter ces arguments que nous proposent d'ici et là les nations européennes et occidentales ou l'oligarchie monétaire et financière internationale pour nous permettre au moins de se constituer un socle, j'allais dire, monétaire et financier. Et c'est à partir de ces socles-là que nous pourrons aller notamment sur l'échiquier de la politique monétaire et financière internationale pour nous positionner et savoir comment conjuguer avec les autres ou comment faire des alliances, si vous voulez, ou des partenariats monétaires et économiques qui permettent notamment aux pays africains de respirer. Sinon, c'est la subordination totale, c'est les injonctions qui continueront et ces mécanismes-là que nous sommes en train de voir du côté anglo-saxon comme du côté francophone, c'est justement une politique, comme on le disait au départ, géopolitique, permettant justement à l'Afrique d'être un ring où les puissances externes et extérieures viennent se battre et nous écraser encore une fois de plus. Merci à vous, Mwazoulou. On va revenir patient par fin d'homme. Peut-être que parce que les téléspectateurs se bousculent là, depuis un temps, ils attendent. On va revenir.
Ils ont fait de toutes paroles, sinon c'est déséquilibré. Oui, bon, allons-y, patient parfait. C'est déséquilibré, oui. Parce que vous avez quand même, vous avez deux oppositions là sur, par exemple, la position du Nigeria et surtout cette propension à vouloir, de votre part, privilégier la tendance anglo-saxon. Eux, ils sont beaucoup plus à une tendance unificatrice de toute l'Afrique. Oui, allez-y. Non, vraiment, c'est un clause. Souvent, sur le plateau de suivre certains discours, surtout avec des panélistes avec qui, il y a quand même quelques années où on chemine ensemble. La première fois que j'ai fait une émission sur Afrique Média, c'était avec vous comme modérateur. Vous vous souvenez? Ça fait près de 9 ans. Ça fait une amitié parce que on le confirme Et pratiquement. Ma première prise de parole, c'était si l'Afrique veut s'en sortir, il faut que nous procédons à ce que s'appelle l'unité politique de notre continent. Vous vous souvenez? Et depuis, c'est devenu un clairon. L'unité politique de notre continent, tant qu'on n'a pas l'unité politique de notre continent, évidemment, on ne pourra pas décoller. Rien ne pourra se faire. Alors, donc vous accordez à ce niveau? Non, je ne m'accorde pas, c'est ce que je dis depuis. Depuis, voilà. Première chose. Deuxième chose, il revient à l'esprit des personnes d'oublier que nous vivons dans un monde qui est dominé par le capitalisme. Le capitalisme qui est devenu encore plus sauvage avec le néolibéralisme. On est d'accord? C'est eux qui construisent complètement toute la sphère, qui contrôlent la sphère économique du monde. Et la monnaie n'en fait pas une exception. La question de la gestion des monnaies de certains pays. Si nous nous battons, justement, parce que ceux de mon parti avaient été taxés de communistes, vous devez le savoir, c'est pour que, justement, la confrontation qui avait eu lieu au moment de créer une union, une unité, un ensemble où tous les pays africains devaient se réunir pour travailler, c'était le camp qui était entre le camp de Nkrumah, le camp de Monrovia et le camp de Casablanca. Et vous vous souvenez que ceux qui avaient penché pour que justement on refuse de suivre le chemin de Nkrumah vers l'unité politique de notre continent, c'est eux qui sont devenus les stars, adulés, chouchoutés par l'Occident. D'où le statu quo actuel. Donc pour nous, il n'est pas question de dire, quand on discute de cette question-là, de dire « Ah, c'est le système anglo-saxon qui est meilleur par rapport au système francophone ». Ce n'est pas ça le débat. C'est un débat qui a un non-sens sur un plateau d'Afrique Média. Pour tout panafricain qui se respecte. Mais la question aussi, c'est de dire que quand on regarde la gestion de la France par rapport à sa ancienne colonie et celle de la Grande-Bretagne, il y a quand même quelque chose qu'on peut comprendre. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, M. Macron était au Kenya pour négocier pour la France, le compte de la France, l'autorisation de construire une autoroute. Une autoroute pour une société française. Ah donc si c'est pour vous, si c'était en Centrafrique, ça allait... Non, mais il n'avait pas besoin de se déplacer. Il claquait du doigt et puis l'affaire était faite, premièrement. Deuxièmement, troisièmement, il tout dit. Il faut le dire. Oui, Dan Kimati a été tué, c'est ce qu'on appelle Phil Marshall au Kenya. Le vrai Phil Marshall, Dan Kimati, parce qu'il était le leader de Momo. D'accord. Il y a des gens comme le Jomo Kenyatta qui ont été emprisonnés, Kwame Nkrumah a été emprisonné, d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire que les pays francophones ont la même souplesse, même légère, du point de vue de la gestion de leurs affaires sur le plan économique, comme les pays anglophones. C'est faux. Ça aussi, c'est faux. La France est restée rigide sur cette question-là. Parce qu'il va de la survie et de la position de la France comme leader sur le plan mondial. Cette affaire de France est une affaire incroyable. On ne peut le voir nulle part. Maintenant, que de dire que la City de Londres est la place financière la plus importante dans le monde, mais qui ne le sait pas? Je continue de vous dire que presque tout le monde entier est dominé par le système capitaliste. Ce n'est pas un autre système qui est sorti vainqueur de cette confrontation, surtout après la grève froide. On le voit évidemment. Donc l'Afrique doit se construire. Et pour se construire, elle doit commencer à réfléchir par elle-même sur tous les plans. Notre ami a parlé de la question à la fois comment dire ça, religieuse, spirituelle, etc., etc. Mais l'Afrique doit se construire. L'erreur que nous commettons, Hubert, dans cette problématique-là et dans cette phase-là, c'est de penser que nous sommes les seuls qui comprenons ce qu'il faut faire. Et que partout en Afrique, un grand pays comme le Nigeria, qui a près de 300 millions d'habitants, là-bas, il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. Et que nous sommes les seuls à le comprendre. C'est pour ça que je parle de la question des passerelles. Parce qu'il y a des débats. Il faut regarder les débats aussi au niveau du Nigeria, au niveau de leurs intellectuels, de leur télé, de leurs universités. Vous allez être effarés.
Cette question qu'on se pose, d'autres gens se posent la même question. Ça veut dire qu'en réalité, la masse critique africaine commence à arriver à une certaine maturité. Les gens comprennent très bien les enjeux. Le problème, c'est que, on n'a pas encore réussi à construire des passerelles qu'il faut, à engager des synergies, ou bien à provoquer des synergies pour que ce que nous disons ici, et que d'autres gens se disent ailleurs, qu'on essaie de fédérer tout ça pour créer dans la masse critique dont l'Afrique a besoin, pour justement couper, n'est-ce pas, ce cordon ombilical qui continue de nous tenir en laisse par rapport au monde de la finance internationale et à l'Occident. C'est une question purement africaine. C'est une question qui doit intéresser les Africains au plus haut point. Mais il est dangereux de prétendre que ce que nous disons, nous sommes les seuls à le dire parce que partout en Afrique, il n'y a que des gens qui dorment. Moi, je refuse de le croire parce que je vois d'autres dynamiques qui sont engagées dans d'autres pays qui vont dans le sens de redonner la fierté et la souveraineté au peuple africain. Et le Nigeria en fait partie, que vous le voulez ou non, dans la complexité, n'est-ce pas, de l'économie nigériane insérée, je le dis fortement, à l'économie capitaliste, c'est une réalité. Pour vous relancer, vous savez quand même qu'au-delà des questions d'unité, il y a la question du leadership qui a toujours plongé et fait des obstacles dans ces zones, dans ces sous-régions. Vous souvenez hein, de cette question du combat du leadership dans la zone CEMAC. À un moment donné, je suis obligé de le dire comme ça pour qu'on se comprenne et que vous vous compreniez avec les autres. Je ne sais pas si c'est ça. Entre le Gabon, par exemple, et le Cameroun, le feu Omar Bongo et le président Paul Biya, c'était toujours une question de leadership. Et même dans cette zone, le CEDEAO, au Fouet-Boigny et les autres, c'était tout. Comment gérer ces questions de leadership? Parce que je pense qu'au-delà de l'unité, vous avez rappelé l'histoire hein, d'Afrique Média pratiquement. Je consens. Cette première émission d'ailleurs où je vous ai convié avec votre verbe d'antan. Mais cette question de leadership là, elle pose fatalement des problèmes de division. Non, mais la question des oppositions africaines, elle n'est pas récente. Elle a toujours été ancienne. Même parmi les chiens couchants, c'est-à-dire que même dans le précaré français, on essaie toujours de continuer de contrôler. Il ne faut jamais que vous soyez d'accord. Il faut toujours vous opposer. Mais que valait le Gabon de M. Omar Bongo par rapport au Cameroun? Vous voyez bien que c'est un non-sens, non, aussi. Mais on est Guillaume quand même. Il est comme les Guillaume pour pousser Biya, pour bousculer Biya. Et comme ça, la France est tranquille. Ils ne s'entendent pas. C'est du bénéfice pour moi. C'est comme ça que ces blancs-là, ils opèrent. C'est du bénéfice pour moi. Ces gens-là ne peuvent pas s'entendre. C'est une très bonne chose. Mais en réalité, quand on regarde aujourd'hui, je continue de vous dire, la nouvelle dynamique qui est engagée dans notre continent, et pour ça je salue toutes les luttes, comme celle de notre frère qui est de l'autre côté, avec cette Zoulou, c'est pour dire qu'il y a une dynamique qui est enclenchée depuis un certain nombre d'années. Cette dynamique-là est une constance. J'ai écouté comme ça était à Rue Dénomment, dans un truc qui était d'ailleurs construit pour chanter les louanges de M. Ouattara. Mais écoutez quelqu'un, un musicien congolais, vous ne pas le citer comme Kofi Olomide, parler de la question de France CFA, en adoptant pratiquement nos positions. Ça veut dire que notre travail est en train d'occuper les espaces où nous étions complètement absents. On continue de domestiquer, n'est-ce pas, les consciences. Alors disant, cette affaire-là ne peut pas continuer. L'Afrique ne peut pas continuer dans cette voie-là où elle est écartelée, où elle est domestiquée, où elle est dominée par l'extérieur. L'Afrique doit parler de sa propre voix. Mais nous ne devons pas, sous le façon peut-être que les choses ne vont pas à notre rythme, ou bien parce que ce n'est pas nous qui sommes devant, dire que rien ne se fait en Afrique parce qu'au Nigeria, au Ghana, les gens ne sont pas conscients du fait qu'à terme, il nous faut une monnaie africaine coupée complètement de l'influence occidentale, ce qui est quand même, à toute proportion relative quand même, il faut bien le comprendre. Nous sommes dans un monde global qui est dominé par un système économique bien déterminé, qui est le système capitaliste. Donc comment l'Afrique va faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu? J'ai l'habitude de vous dire sur le plateau que si l'Afrique qui veut se construire, une grande Afrique, va suivre les mêmes pas que l'Occident, et c'est le reproche que je fais à la Chine, ça veut dire que nous sommes perdus. Nous ne pourrons pas, nous serons obligés de créer un nouveau paradigme qui est en décalage avec comment dire ça, les agrégats économiques du monde capitaliste actuel. Parce que le monde capitaliste actuel, il va tout droit dans un mur. Il crée les inégalités, il crée des fractures sociales. Je suis en train de terminer le livre, l'avant-dernier livre de Thomas Piketty qu'on m'a offert dernièrement, et le capitalisme au XXIe siècle, c'est ahurissant. Même pour l'Europe, entre eux là-bas, c'est une guerre incroyable entre ceux qui ont, des happy few, et la vaste majorité des populations qui n'ont pas.
Donc, nous, l'Afrique, et c'est là où je rejoins souvent les Kémil, bien les Kamil, pour leur dire que nous devons montrer la nouvelle face de l'humanité. Parce que cette humanité, c'est nous qui l'avons. Il faut qu'on essaie d'implémenter sur le plan politique, économique et social. Et nous avons la possibilité de le faire aujourd'hui. Merci. Et décidément, vos arguments prouvent à suffire que Alassane Dramane Ouattara, dans son projet, serait pratiquement seul et que cela n'est pas au profit des Africains. Aussi, le Nigeria exige, pour s'engager dans une véritable union monétaire, que les pays de la zone du franc CFA rompent totalement leurs liens avec la France. Pour l'économiste et ancien ministre ivoirien Daniel Anikpo, l'éco-version Ouattara ne pourra pas se faire car il n'y a pas la volonté politique de tous les États membres. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.